Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement, épisode 29. On va bientôt battre le record des Feux de l'amour. C'est un épisode de plus. On est ravis de se retrouver ensemble pour ce dernier épisode de l'année 2016. Mais ne vous inquiétez pas, cette série va continuer en 2017. 3 séquences, vous en avez l'habitude, une consacrée au marché financier. On va voir quel est le bilan en cette fin d'année, une année boursière étonnante. La seconde avec les bons plans placement. Par quoi peut-on remplacer son fonds euro puisque, vous le savez, en 2017, les rendements sont amenés à diminuer. Et puis un invité, chaque fois un invité exceptionnel. En l'occurrence, on accueillera Guillaume Fraget, responsable développement retail chez Primonial Reim, qui viendra nous parler d'une SCPI innovante. On commence tout de suite avec notre rubrique consacrée au marché financier. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir pour ce 29e épisode. On commence avec ces 4800 points ce soir en clôture sur le CAC. Un CAC 40 qui depuis quelques séances enchaîne les hausses. Qui l'aurait dit au début de l'année? Alors beaucoup l'ont dit qu'on aurait peut-être une petite hausse cette année, mais qui aurait dit que ça aurait été aussi turbulent? Ouais, vous savez, en maths, plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. On s'est trompé 2 fois, et donc au final, on a eu raison. Alors, il faut revenir sur ce film avec ce qu'on a appelé l'alignement des planètes. 3 indicateurs qui étaient le pétrole, les taux d'intérêt et les devises, qui étaient exceptionnellement favorables, mais qui ont créé pas mal de turbulences. Alors, on peut peut-être montrer justement le graphique sur le pétrole. Alors, on commence par le pétrole, pour expliquer un petit peu cela. Le pétrole, il y a 2 ans, début 2015, faisait partie des fameuses planètes alignées et qui expliquaient que tout allait bien, tout était au mieux dans le meilleur des mondes en ce début 2015. Et en 2016, c'était devenu l'inverse. Le pétrole était devenu le risque majeur des marchés financiers. On ne regardait plus que ça. D'ailleurs, si vous vouliez comprendre l'évolution du CAC 40, vous regardiez l'évolution du Brent, du marché du pétrole. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel retournement? C'est qu'en fait, la baisse a été très sensible, très marquée, très rapide. On était passé de $110 en juillet 2014 au plus bas, ici en 2016, on rappelle, il y a eu $28. un bras de fer avec l'Arabie Saoudite, le gaz de schiste, l'Arabie Saoudite qui a voulu finalement mettre la tête dans le sable de ses petits concurrents américains et cet effondrement du prix du baril. Oui, c'est ça, c'était essentiellement lié à un excès d'offres. Au même moment, quand même, il faut se rappeler qu'on avait des doutes sur la croissance mondiale. Donc, excès d'offres avec des doutes sur la croissance mondiale, ça fait un pétrole à $28. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour qu'on reprenne les couleurs? On a doublé, en fait, entre le plus bas de l'année, $28, et hier, ce soir, même $56 sur le Brent. Il y a justement un accord qui est intervenu ces tout derniers jours en novembre entre les pays producteurs de pétrole, notamment l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Russie. Pas tous membres de l'OPEP, donc. La Russie n'est pas membre de l'OPEP. Et c'est ça la nouveauté, en fait, c'est qu'ils finalement ils arrivent à se mettre d'accord. Ils représentent 60%, je crois, tous, de la production de pétrole. Oui, tout à fait. Il manque plus que les États-Unis, en fait, pour être à pratiquement 100%. Mais on voit bien que d'abord, l'OPEP seul ne suffit pas. Au sein de l'OPEP, c'était pas simple puisqu'il y a des pays qui sont carrément en guerre froide, il faut dire le mot, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc c'était pas facile en janvier 2016 de dire il va y avoir un accord entre ces deux-là. Est-ce qu'on sent pas un effet Trump aussi derrière cette hausse des cours du pétrole? Parce qu'on voit l'effet Trump en bourse, clairement. Alors, il y a un effet Trump en bourse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet Trump sur le pétrole. Je pense que l'effet sur l'offre est essentiel, en fait. S'il n'y avait pas d'accord entre les pays producteurs, il n'y aurait pas ce rebond des matières pétrolières. Bon, en tout cas, un prix du baril qui fait du bien aux valeurs pétrolières et par ricochet au marché financier. On va enchaîner avec l'OAT, le taux de l'OAT à 10 ans, donc l'autre graphique. Là aussi, on a une courbe très impressionnante parce qu'on a vu des hauts et des bas et voire des très bas. Alors l'OAT, voilà, 10 ans.
L'OAT 10 ans, donc on a vu des niveaux historiquement bas, c'était jamais vu auparavant. En dessous des 0,2%, 0,2, 0 comme rendement pour du 10 ans. Je crois 0,05 ou 0,10 sur l'OAT 10 ans. Et si on regarde sur la courbe, l'OAT à 8 ans, à 7 ans était négative. Les taux étaient négatifs. C'est-à-dire qu'on empruntait, l'État français empruntait de l'argent et remboursait moins qu'il n'avait emprunté. Donc la situation de rêve pour un créancier. On revient là à presque au niveau du début de l'année en termes de rendement. Oui, on revient là encore au début de l'année. Donc c'est une année blanche finalement, une année pour rien. Mais il s'est quand même passé beaucoup de choses. Si on est là, c'est qu'en fait on n'est pas comme dans la même situation qu'au début de l'année. Pourquoi ? Parce qu'au début de l'année, il y avait un risque de déflation. C'était ça qui hantait les esprits. Depuis 2015 déjà, et on avait vu effectivement l'inflation baisser et elle était tombée en territoire négatif dans la zone euro, en France notamment. On a eu du -0,1, -0,2 sur un an glissant. Ouais. Et ça, c'est dramatique, c'est catastrophique économiquement et socialement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus foi en l'avenir et donc là, du coup, on se met la tête, on va se coucher. Effectivement, et les prix n'augmentent plus, les dettes pèsent beaucoup trop, etc. Les gens ne veulent plus investir. Bon, donc c'est bon signe finalement, cette remontée des taux. Ça, c'est bon signe, parce que justement, ça montre que derrière, ça veut dire que l'inflation repart. Alors, c'est aussi lié au pétrole qui remonte, ça nous aide énormément, ça avait fait baisser les prix, ça les fait remonter, mais pas seulement, au-delà de ça. Et là, pour le coup, je vous rejoins, il y a un effet Trump qui est indéniable. Il avait commencé donc cet effet bien avant Trump, mais Trump est un accélérateur de ce scénario, qui est un scénario favorable pour ça. Et pourquoi Trump est un accélérateur ? Faut peut-être en dire un mot, parce qu'il a une politique finalement très expansionniste, très agressive. Il est très expansionniste, il prévoit des baisses d'impôts pour les ménages, il prévoit des baisses d'impôts pour les entreprises, pour l'IS, et il prévoit un plan d'investissement massif de 1000 milliards de dollars sur plusieurs années, mais c'est considérable, et ça c'est expansionniste, c'est inflationniste. Et on a aussi Janet Yellen, on aurait peut-être pu commencer par elle, qui promet d'ici quelques jours, maintenant quelques heures, de remonter les taux. Oui, elle promet aussi que l'économie américaine entérine vraiment le retour, même si c'est tard. À meilleure fortune. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les indicateurs actuellement sont bien meilleurs. Elle a beaucoup hésité. Elle hésite depuis l'année dernière. Elle va le faire, là, tout le monde le dit. C'est sûr qu'elle le fait. Là, on ne prend pas de risque en le disant avant qu'elle le fasse, je pense, cette fois-ci. Encore que tout est possible. Oui, tout est possible. La dernière fois qu'elle avait fait, c'était il y a un an. C'était en décembre 2015. Et pendant une année complète, elle a hésité parce qu'elle avait des doutes sur la croissance. Si elle le fait, c'est qu'elle a confiance. Mais ce qui est important, au-delà du mouvement de hausse des taux qu'elle va faire, c'est surtout le discours. Et demain, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va continuer à relever les taux, elle va s'arrêter, elle va temporiser. Est-ce qu'elle va aller plus vite qu'elle l'a fait dans les 12 derniers mois ? Ou au contraire, est-ce qu'elle va accélérer la hausse des taux ? En tout cas, ce que vous nous dites, c'est qu'on avait peur au début de l'année de la déflation et cette peur a disparu à la fin de l'année. On peut le dire dorénavant. Oui, la peur de la déflation a disparu. On anticipe que l'inflation reparte en Europe, dans la zone euro, 1,3, 1,5. Donc ça a marché quelque part, ce quantitative easing des banques centrales. Et puis, peut-être un changement aussi de pied des politiques, parce que $1000 de dollars sur la table, c'est-à-dire plus de dettes, mais on s'en fiche, on lance coûte que coûte. Oui, parce qu'en fait, ça a marché partiellement. On ne peut pas dire que ça n'a pas marché comme certains le réclament. Ça a marché partiellement, mais pas suffisamment. Donc il faut que les politiques budgétaires prennent le relais. Et c'est ça que Trump a compris. Il fallait accélérer, en fait, faire accélérer la croissance. Elle est trop basse aux États-Unis, en Europe. Donc il faut investir. La politique monétaire ne suffit pas. Un dernier mot donc sur le CAC, un dernier graphique, là aussi, qui est un graphique intéressant. On va voir cette bourse qui revient aussi une année blanche, quasiment, on est à plus 3%. Ça peut aller plus haut dans les dernières semaines, ou revenir à zéro, on verra. Mais aussi une année compliquée. Une année très heurtée, en fait, sur les marchés. Au début de l'année, on a parlé, le CAC baisse beaucoup, moins 15% en un mois. Pourquoi ? C'était le pétrole. On avait peur en fait que les sociétés pétrolières, parapétrolières fassent faillite. Elles ont arrêté leurs investissements. On avait peur donc pour la croissance. On avait peur pour les banques. On avait peur qu'ils ne remboursent pas leurs crédits. Donc les banques ont été impactées. Ça va mieux pour les banques, ça va mieux pour le pétrole, ça va mieux pour les valeurs cycliques aussi, pour les infrastructures. Oui. Donc, d'où cette forte accélération ces dernières semaines. Oui, les sociétés qui ont été le plus massacrées en fait sont en forte hausse actuellement. C'est vraiment le scénario inverse. C'est ça qu'il faut comprendre. On est au même niveau qu'il y a un an, mais on n'est pas du tout dans la même situation. On est dans la situation juste inverse en fait. On avait peur de la déflation. Aujourd'hui, on ne craint pas encore l'hyperinflation, mais avec ce qu'on envisage de faire, il faut l'avoir en tête.
Les banques étaient pénalisées par la baisse des taux, les taux remontent fortement. Les sociétés pétrolières, parapétrolières étaient pénalisées par les matières premières, par le pétrole très bas. Le pétrole remonte. Il a l'air de se maintenir au-dessus des 50. Il va peut-être atteindre les $60. On n'est pas du tout dans le même scénario qu'il y a un an, en fait. Alors qu'on a l'impression d'avoir fait du surplace, mais on n'est pas du tout dans le même monde. On n'est plus dans le même monde, ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, attention, même il faut aller plus loin, parce que cette tendance-là, c'est une tendance qu'on voit depuis plusieurs années. Hein. La baisse des taux, on l'a vu sur 2016, mais elle existe depuis 2008, en fait, cette baisse des taux. Hein. Donc cette tendance-là, il faut comprendre qu'en 2016, on a marqué un point bas, on a touché le fond de la piscine, et on rebondit maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire en 2017, rapidement, les thèmes qu'il faudra suivre? Alors voilà, on est dans un scénario globalement favorable parce que, comme on l'a dit, notamment du côté des États-Unis, une politique très expansionniste, donc très pro-entreprise, donc c'est favorable pour la bourse, qui l'anticipe déjà largement, notamment aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, c'est moins anticipé. Mais il y a quand même des points d'intention à voir. Le premier, c'est les relations entre les États-Unis et la Chine. Faut faire attention quand même aux positions de Trump. Que ça dérape pas complètement. Voilà, le risque pour les marchés, c'est qu'il y ait une guerre commerciale, des barrières douanières, etc. Et ce serait mauvais pour le commerce international, ce serait mauvais pour les États-Unis, pour la Chine et pour l'Europe. Personne n'y gagnerait en fait. On a des hommes d'affaires de part et d'autre, donc on peut espérer qu'ils s'entendent. On peut supposer qu'ils s'entendent, lui-même est un homme d'affaires, Trump. Les autres sujets que vous allez regarder pour 2017 Le Brexit, parce qu'en fait, jusqu'à présent, on s'est dit le Brexit n'a pas eu de conséquences négatives. C'était pas un sujet pour l'instant. C'était pour l'instant pas un sujet, mais ce que je crains quand même, c'est que les négociations soient très très dures, beaucoup plus dures qu'on ne pense. Mais c'est les Anglais qui vont avoir mal, nous aussi. Les Anglais vont avoir très mal, nous un petit peu, mais eux ils ont plus à perdre que nous. Et c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans une guerre avec nous. On peut encore parler de guerre. Ils ont baissé le taux de l'IS, ils veulent faire venir plein d'entreprises chez eux. C'est une bonne guerre. C'est de bonne guerre, mais du coup, on va devoir nous répondre durement à ça. Et puis peut-être un dernier match, politique monétaire, politique budgétaire. Oui, tout à fait. Ça va être vraiment le match de l'année en fait. C'est aux États-Unis qui va se passer entre Trump et Janet Yellen, la patronne de la Fed, face à une politique très expansionniste de Washington. Il va falloir mettre en place une politique monétaire plus restrictive. Il va y avoir un vrai changement de pied et on va voir ce qui va se passer. Bon, c'est ça qui est passionnant dans les marchés financiers. Il faut rééquilibrer l'offre et la demande, essayer de concilier des intérêts parfois divergents. On voit qu'il y a de la matière pour cette année 2017 que vous commenterez avec nous. Jonathan, on en est ravis. Merci beaucoup. On se retrouve l'année prochaine. Avec plaisir. Parlons placement en direct sur la page Facebook de Bien Prévoir et la page YouTube de Décideur TV. On est heureux d'accueillir Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, on a vu le bilan boursier de 2016 et ses prolongations potentielles en 2017. Sur le sujet qui nous intéresse ensemble, l'assurance vie, le match est déjà plus ou moins écrit, c'est-à-dire qu'on connaît la fin du film, les rendements vont baisser en 2017. Oui, ça fait quelques années que la tendance est là, mais là on a certainement atteint un point bas et probablement que les fonds en euros, en tout cas dans le domaine de l'assurance vie, auront du mal à remonter. Parce qu'on a vu donc, que les taux allaient sans doute commencer à remonter aux États-Unis, mais il y a une inertie quand même, et les rendements 2017 servis en assurance vie, malgré les réserves, resteront sans doute plus bas, seront plus bas que cette année. Tout à fait, on s'attend plutôt à des rendements autour de 1,5%. En tout cas en dessous de 2% pour la plupart des fonds. Les fonds des grandes compagnies historiques vont certainement être en dessous de 1%. Et ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, c'est que les autorités demandent aux compagnies d'assurance vie de ne pas utiliser leurs réserves pour booster le taux. Il y a une vraie pression politique, on l'a vu avec la loi Sapin 2. On a parlé, pression. Par ailleurs, les régulateurs demandent aux compagnies de ne pas utiliser trop de réserves, donc pour que finalement le taux servi dans les fonds euros reflète la réalité des obligations actuellement dans leur portefeuille. Donc, une question, que fait-on, ceux qui nous regardent, que fait-on quand on veut quand même un peu dynamiser son épargne et peut-être arbitrer avec ce fameux fonds euro? Qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? Finalement, il n'y a pas de solution qui permette de récupérer complètement les avantages d'un fonds euro. Les avantages d'un fonds euro, c'est la garantie en capital à tout moment, l'effet cliquet, c'est-à-dire que tout ce qui a été engrangé comme performance dans le passé est acquis définitivement, et d'une certaine manière, il y a une linéarité des performances. Un placement de ce type-là
il n'y en a pas d'autres que le fonds euro. D'ailleurs, le fonds euro est une exception européenne. Il n'y a qu'en France qu'il y a ce type de placement. Donc aujourd'hui, on se dit que pour remplacer le fonds euro, il va falloir être un peu plus ingénieux, il va falloir prendre un peu plus de risques. D'ailleurs, les Français commencent à suivre cette recommandation. Alors les Français, en effet, se rendent compte qu'il y a une logique entre la prise de risque et le rendement qui en découle. Il y a une corrélation évidente. Et puis, il y a une imagination, une créativité de la part de ceux dont le métier est la finance pour proposer des solutions alternatives. Alors, quelles sont-elles? Encore une fois, elles ne remplacent pas le fonds euro avec cette garantie. Si vous voulez un capital garanti, un effet cliqué, restez avec du 1,5% sur le fonds euro. Mais sinon... Les innovations. Première innovation qui date maintenant depuis quelques années, c'est les fonds euro qui ont un moteur qui est différent de celui qu'on trouve habituellement. Habituellement, ce sont des obligations d'État. Lorsqu'on a des fonds euros avec de l'immobilier en sous-jacent, là, on arrive à maintenir une performance autour de 3,5-4% probablement cette année. Je ne me mouille pas, mais c'est probablement ce qu'on aura. Et par ailleurs, on a tous les avantages du fonds euro, l'effet cliqué, la garantie en capital. Maintenant, il y a d'autres innovations qui commencent à apparaître sur le marché pour ceux qui veulent absolument conserver une garantie en capital. Donc on commence à voir apparaître des fonds euros qui n'ont plus une garantie à 100%, mais une garantie légèrement en dessous de 100% du capital. Combien ? 98, c'est ce qu'on commence à voir apparaître aujourd'hui. Généralement, il s'agit là de fonds euros qu'on a vu déjà apparaître il y a quelques années, qu'on appelait les fonds euros vitaminés, avec une poche action qui permet de booster la performance. La difficulté pour ces fonds euros, en tout cas ceux qui existaient l'année dernière, c'est qu'en fait, en début d'année, ils ont engrangé tout de suite la baisse du marché et ils ont été obligés de rester dans l'armoire. De lancer les coupes-circuits, en fait. Il y a eu des coupes-circuits, ce qui fait que, par exemple, en 2016, la performance de ce type de fonds a été plutôt proche de zéro. Donc, c'est une preuve de plus qu'a priori, essayer de reproduire le fonds euro dans sa mécanique, c'est très très compliqué. Donc ça, c'est une possibilité, mais qui ne marche pas à tous les coups, avec ce fonds euro à 98% de garantie. Les autres solutions? Les autres solutions, on a beaucoup entendu parler des fonds euro croissance ces dernières années. Alors la difficulté sur les fonds euro croissance, c'est que vous achetez une garantie au capital au terme, à minimum 8 ans. Là aussi, les performances pour une garantie au bout de 8 ans sont assez faibles. En 2015, on a vu certains fonds Eurocroissance annoncer des performances extraordinaires, mais il faut avoir en tête que lorsqu'on creuse, c'était des performances par exemple de 10% sur l'année 2015, mais à condition d'avoir une garantie au bout de 30 ans. Donc voilà, on voit bien que ça ne répond pas du tout à ce que recherchent les gens qui étaient habitués à leur fonds euro classique. L'immobilier, c'est toujours la même chose. L'immobilier, on se dit que c'est sûr parce que c'est de la pierre, même s'il y a des risques, malgré tout. Les prix peuvent varier et puis il y a un rendement un peu supérieur. Ça, c'est une tentation aussi logique. Tout à fait. Tout ce qui est immobilier de bureau, immobilier d'entreprise. L'immobilier de bureau se porte bien. On a même actuellement un inversement de la tendance. On parlait ces dernières années d'un pouvoir des bailleurs. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de rebasculer du côté des propriétaires de bureaux. On parle par exemple sur Paris, la petite couronne, d'un taux de vacances qui est en dessous de 5%. En tout cas, dans le centre de Paris, le taux de vacances, contrairement à ce que pourrait croire la plupart des gens en regardant levant la tête, ils voient beaucoup de pancartes. Il y a beaucoup de pancartes. En fait, la réalité du marché, c'est que le marché est très tendu. On est à moins de 4,5% actuellement de taux de vacances. Donc a priori, là, c'est un marché qui se porte bien. Comment est-ce qu'on l'aborde ? Comment on l'aborde ? Si on a cette logique de fonds euro, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Ça devient très difficile quand même de maintenir cette comparaison. Parce que moi, j'entends des spécialistes, des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier, qui disent l'alternative au fonds euro, ce sont les SCPI. Mais ça, c'est vraiment, je pense, exagéré, même voire trompeur. Pourquoi ? Parce que, lorsqu'on investit dans des SCPI, on supporte, nous, les SCPI. Mais quand on investit dedans, il faut avoir en tête que c'est un placement long terme. Il faut déjà couvrir les frais d'acquisition qui sont compris entre 7 et 10% souvent. Donc nous, la recommandation qu'on a vis-à-vis de nos clients, c'est de dire acheter des SCPI à condition de savoir que vous allez rester dessus plus de 8 ans. C'est une diversification de portefeuille quelque part. C'est une très belle diversification. Et il n'y a pas de capital garanti. Il n'y a pas de capital garanti. Donc ça, ce n'est pas la solution. La solution, si on veut aller sur l'immobilier tout en se rapprochant le plus du fonds euro, c'est d'aller plutôt sur ce qu'on appelle des unités de compte de type immobilière avec la même moteur de performance. Qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi ça ? Ça peut être par exemple des SCI, des sociétés civiles de placement des sociétés civiles immobilières qui elles vont aller acheter plusieurs SCPI. Généralement l'intérêt de ce type de fonds, ou alors vous avez aussi les OPCI qui sont d'autres types de supports immobiliers, ils sont très peu volatiles, c'est-à-dire qu'ils ont une exposition au risque qui est assez maîtrisée.
Ils ont aussi surtout l'avantage d'avoir des frais d'acquisition beaucoup moins élevés que les SCPI. Maintenant, le rendement n'est pas au même niveau que les SCPI. Ouais. On parle par exemple pour les SCI ou pour les OPCI de rendement entre 3 et 4% cette année, voire inférieur à 4%. C'est toujours pareil, hein, ce qu'on gagne en sécurité, on le perd en rendement. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est toujours mieux que la moyenne des fonds euros. Là non plus, vous n'avez pas la garantie en capital. Cependant, c'est vraiment des outils qui permettent de maîtriser son risque de façon tout à fait pérenne. Alors, on continue à dérouler Oui. avec ces solutions Ouais. alternatives, peut-être, en tout cas, qui tentent de combler cette perte en rendement. Le fonds euro Ouais. immobilier. Donc ça, on en a un peu parlé. L'idée, c'est d'avoir tous les avantages du fonds euro, mais avec un support immobilier. Là aussi, on s'attend pour début 2017. Il y a 2 fonds sur le marché, hein, j'en connais 2, qui vont probablement avoir des performances de nouveau au-dessus du lot de l'ensemble des fonds en euros. Maintenant, la difficulté sur ces types de fonds, c'est que là aussi, les compagnies ont elles-mêmes un enjeu de diversification de leur patrimoine. Elles ne permettent plus aux épargnants de rentrer à 100% sur ce type de placement. Les contraintes aujourd'hui sont très fortes. Par exemple, pour un des 2 fonds, le fonds de Prémunal Sécurité Perro, vous ne pouvez investir qu'à 35%. Donc là aussi, vous ne pouvez plus reproduire 100% de garantie au capital. Après, vous pouvez essayer de vous rapprocher d'un niveau de sécurité assez élevé. Alors, what else? UC obligataire, les unités de compte obligataires. Alors là aussi, on sait de notre expérience que les épargnants consommateurs sont assez friands de produits obligataires. Donc là, il y a 2 préconisations de notre côté pour avoir, disons, un niveau de risque bien maîtrisé aussi. C'est soit d'aller sur des produits structurés de type obligataire en misant sur 3-4 signatures ou 2-3 signatures aujourd'hui. Avec des belles signatures françaises, internationales, on peut viser du 4% par an. Et après, il y a les fonds obligataires datés à échéance, qui eux sont des fonds intéressants parce qu'ils diluent énormément le risque en investissant sur des dizaines et des dizaines de lignes obligataires, mais qui ont toutes plus ou moins la même échéance, ce qui permet, au moment où vous rentrez sur ces fonds-là, de connaître à l'avance le rendement cible, donc à peu près aujourd'hui autour de 3,5-4% aussi, et d'avoir un niveau de risque très faible. Les équipes qui gèrent ce genre de fonds, généralement, ont une grande expérience, maîtrisent parfaitement leur portefeuille, n'ont pas de défaut, c'est-à-dire qu'elles arrivent à sortir si jamais il y a une signature qui se présente mal, qui est en mauvaise santé, elles peuvent sortir avant, elles savent parfaitement maîtriser ces signatures. On voit un tableau qui récapitule l'ensemble de ces opportunités. Il y a une dernière ligne qu'on n'a pas abordée, c'est les structurés actions. Oui, l'idée là, c'est de se dire qu'en fait, en cumulant toutes ces lignes-là, en construisant un portefeuille avec cette allocation-là, qui est résumée sur ce tableau, en mettant par exemple à peu près 30% sur l'immobilier, 30% sur les OPCI, les SCPI, 30% sur les fonds euros classiques immobiliers, et puis un petit 20% sur de l'obligataire et de l'action, on peut arriver à viser un rendement autour de 5%, avec finalement un risque ultra maîtrisé. Alors on n'aura pas la possibilité d'avoir en permanence son capital garanti, ça il faut vraiment avoir en tête que c'est fini, on ne l'aura plus, le contexte économique, le contexte de taux ne le permet plus, mais en tout cas on peut avec une diversification de ce type-là arriver à avoir un rendement jusqu'à 5%, jusqu'à vous voyez. 5%, viser un 5% par an. Ce qui est beaucoup par les temps qui courent. Oui, un 4-5%, mais en tout cas, ça permet aussi d'avoir un risque assez maîtrisé et puis de diluer complètement son risque sur différents types de placements pour avoir des placements qui ne sont pas nécessairement exposés au même cycle et donc d'avoir toujours un moteur qui fonctionne, l'autre qui peut éventuellement ralentir. Mais avec peut-être des coûts d'entrée parfois un peu plus élevés que quand on était dans du fonds euro classique. Notamment sur les SCPI, effectivement. Là, c'est plutôt la partie longue de son portefeuille, mais si on a en tête, il faut avoir en tête aussi que ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut préciser. Les Français étaient gros consommateurs de fonds en euros, mais ils avaient très peu l'habitude de sortir au bout de peu de temps. C'est-à-dire qu'en fait, la détention moyenne d'un contrat d'assurance vie en France, c'est 12 ans. On a l'avantage fiscal complet au bout de 8 ans, et donc les gens achetaient une sorte de sécurité qu'ils n'utilisaient que très peu. Donc si on se met bien face à son comportement, qu'on comprend bien le comportement d'épargne qu'on a eu ces dernières années et qu'on le reproduit sur son portefeuille, a priori on est capable de comprendre qu'on achète, c'est pas la peine d'acheter, on n'a pas besoin d'une sécurité totale en fait, et donc ça coûte cher, cette sécurité coûte cher. Ces 2 leçons essentielles, si vous voulez faire fructifier votre bas de laine, déjà bien comprendre que le rendement est corrélé au risque,
et comprendre que chacun a un profil d'investisseur qui n'est pas forcément le même que son voisin, que ses parents, que ses cousins. Voilà. Parce que c'est ça qu'il faut adapter en permanence. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes comme vous, Vincent. Et voilà, et ça me permet des profilers. Des profilers, et ça me permet de rebondir, de faire un peu de publicité pour nous. On a lancé hier une nouvelle version de notre site internet qui a justement un moteur de profiling qui permet, en allant sur notre site, de trouver le produit qui correspond parfaitement à son projet et à son profil patrimonial. Et ben voilà, c'est pas le mentaliste, mais presque. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. On se retrouve l'année prochaine également pour suivre la vie de cette épargne, de ce patrimoine qui mérite qu'on s'y intéresse de près. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Parlons placement, troisième et dernière partie, en compagnie de Guillaume Fraget. Bonjour Guillaume. Bonsoir Thomas. Vous êtes responsable développement retail chez Primonial Reim. Un mot de Primonial et de ce compartiment Reim. Alors Primonial Reim est une filiale de Primonial, société de distribution de produits. Primonial Reim est une jeune société de gestion. Elle va fêter ses 5 ans ce vendredi. Donc spécialisée sur l'immobilier, c'est ça le Reim. Spécialisée sur l'immobilier collectif d'entreprise. Ouais. Et c'est à ce titre que vous venez nous parler d'une SCPI, une innovation, en l'occurrence Patrimo Croissance. En quoi c'est une innovation ? Parce qu'il y a beaucoup de SCPI sur ce marché. Malgré tout, on pensait que c'était un produit assez standard, classique. Vous arrivez encore à innover ? On arrive à innover en novembre 2014 avec justement cette SCPI Patrimo Croissance. C'est une SCPI à capital variable. La variabilité du capital, c'est qu'un associé rentre et sort quand il veut. On n'est pas marié à long terme, on n'est pas obligé de rester sur 3, 8, 10 ans. Absolument pas. Le client rentre, la SCPI a une durée de vie de 99 ans. Donc le client peut rentrer demain et sortir ce soir. Voilà. Bon, il y a des frais il y a des frottements, des frais d'entrée et de sortie. Donc il faut les prendre en compte. Comme dans toute acquisition d'immobilier, il y a des frais de notaire. Mais techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Pourquoi une innovation ? Pourquoi l'innovation ? Alors, c'est une SCPI, Patrimo Croissance, je vous le disais, à capital variable, mais qui ne distribue pas de revenus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fiscalité foncière sur ce produit-là. C'est une SCPI de capitalisation. L'intérêt pour le client, c'est de faire de la plus-value quand il décide, quand il souhaite revendre ses parts. Il faut peut-être expliquer sur quoi investit cette SCPI. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait ? Alors, ce qu'il y a derrière le sous-jacent... Et c'est ça l'innovation. C'est ça l'innovation, c'est grâce justement à la loi Allure qui a été promulguée en 2014, qui élargit l'objet social de la SCPI, parce qu'auparavant, la SCPI, c'était uniquement acheter des actifs immobiliers et gérer ces actifs immobiliers en y mettant des locataires. Maintenant, cette loi Allure nous permet d'acheter des actifs immobiliers sans qu'il y ait forcément de locataires. Donc là, ça va être de la nue propriété. Ça va être des actifs résidentiels. Il y a des locataires souvent ou pas, mais vous n'achetez que les murs. On n'achète que les murs. On ne s'occupe pas des locataires. Les locataires, ça va être à la charge des bailleurs sociaux, des usufruitiers qui vont bénéficier de tous les loyers. Parce qu'en effet, c'est ce que permet cette loi, de faire des SCPI démembrés, donc n'investir que dans les murs, la nue propriété, mais dans une catégorie de biens particulière qui est celle qui intéresse les bailleurs sociaux, en fait. Tout à fait, ça va être de l'actif résidentiel dans des zones de tension foncière où il y a une réelle demande, où on a identifié des flux migratoires importants. Donc ça va être la banlieue parisienne, ça va être l'arc atlantique, le bassin méditerranéen. Et ce sont des actifs c'est du logement intermédiaire social. On peut prendre des exemples, vous avez des exemples à nous ? Alors les actifs qu'on a achetés récemment, ça va être à Rueil-Malmaison, ça va être 3 lots qu'on a achetés dans un programme, parce que bien évidemment, on achète de manière diffuse. On va sélectionner, nous en tant que spécialistes et experts immobiliers, on va sélectionner les meilleurs actifs dans les meilleurs endroits. Ouais, c'est ça votre métier. Voilà, c'est notre métier. Nous gérons de l'immobilier, nous savons investir et gérer. Donc on a acheté dernièrement aussi dans Paris 15, on a acheté à Bordeaux, on a acheté à Nice, à Lyon, vraiment dans les grosses zones de tension foncière, là où il y a une réelle demande. Comment est-ce qu'on peut investir ? Il y a plusieurs façons de détenir des parts de SCPI. Expliquez-nous un peu. Tout à fait. Alors la première chose, c'est que pour acheter des parts de SCPI, c'est une mise minimum. C'est minimum 5 000 €. Donc c'est déjà pas la même chose que d'acheter en direct. Ensuite, sur cette SCPI-là, il y a 3 modes de détention différents. Le premier mode, c'est d'acheter en direct, au comptant. Donc, j'ai 5 000 €, j'ai 5 000 €. Je les investis. On les investit dedans.
Deuxième méthode, c'est toujours en direct, mais on va les acheter à crédit. Donc je vais voir mon banquier, j'emprunte 5 000 € et je vous les donne. Voilà. Et grâce à ce mécanisme d'acquisition à crédit, le client va pouvoir déduire ses intérêts d'emprunt qu'il a contractés pour acheter cette SCPI-là, pour les déduire sur ses revenus fonciers s'ils existent. S'ils n'existent pas, je propose au client de prendre une SCPI de distribution. D'accord, donc ça peut être un complément de portefeuille à côté d'autres compartiments immobiliers par exemple. Complément fiscal et complément au niveau de la diversification géographique et typologique des actifs. Et du risque. Troisième mode de détention. Alors le troisième mode de détention, ça va être dans le placement préféré des Français, ça va être au sein d'un contrat d'assurance vie. L'avantage au sein d'un contrat d'assurance vie, c'est d'abord, premièrement, c'est bénéficier des conditions fiscales qu'offre l'assurance vie. Ça va être la liquidité qui est assurée par l'assureur. Et troisième point, et non des moindres, c'est la transparence au niveau de la performance de cette SCPI-là. C'est-à-dire que le client, à chaque relevé de compte, il va pouvoir identifier la performance de sa SCPI, tout simplement parce que la SCPI valorise tous les mois. Et alors c'est là où il faut peut-être ouvrir le capot, soulever le capot pour voir le moteur. Et surprise, il n'y a pas un, mais 2 moteurs. Et il y a effectivement 2 moteurs. Le premier moteur, donc vous l'aurez compris, c'est ce mécanisme de démembrement. Et ça, c'est une innovation forte. C'est une énorme innovation sur le marché de la SCPI parce que nous sommes les seuls à proposer ce type de produit. Alors, en quoi c'est un moteur? Alors, c'est un moteur parce que, comme vous le savez, il y a sur un actif immobilier, comme sur tout bien, il y a la pleine propriété. Et cette pleine propriété-là, on peut la diviser en 2 parties. La nue propriété et l'usufruit. Donc, l'usufruit est destiné au bailleur social, on ne s'en occupe pas, il s'occupe des locataires. Et la nue propriété. Et on va acheter ça, cette période de démembrement, ça va être entre 15 et 20 ans. Ça dépend des actifs. Et au fur et à mesure du temps, le nu propriétaire récupère cette pleine propriété au détriment de l'usufruitier. Donc au bout d'un certain laps de temps, la SCPI a 100% de l'actif immobilier. Au début, quand vous achetez un bien avec ce mécanisme, vous ne possédez que 60% de ce bien et donc vous ne payez que 60%. Mais au bout de 15 ans, vous en aurez 100%. Donc on achète un prix de 60, ce qui vaut 100 à 15 ans. C'est ça, c'est la SCPI qui achète pour le compte de ses associés ses actifs à 60%. Et c'est là le premier moteur, parce que ces petits pourcentages grignotés au fil des ans, on peut les récupérer dans cette valeur liquidative mensuelle. Tout à fait, c'est-à-dire que ce mécanisme de démembrement, on l'a calculé au département du fund management, au sein de nos équipes, et on l'estime à 3,5% par an. Cette revalorisation mécanique du démembrement, c'est 3,5% par an, lissé sur 12 mois. Et c'est ça qui vous permet d'avoir une valeur liquidative mensuelle, ce qui n'est pas le cas de la plupart des SCPI qui sont plutôt trimestrielles, c'est ça? Alors là, pour les SCPI classiques de distribution, les revalorisations de prix de part, comme on l'entend, c'est exceptionnel, c'est pas tous les trimestres. Ça va être une fois par an, ou grand maximum. Oui, donc là, c'est quand même un gros attrait, et ça permet de renforcer ce côté capital variable, entrer et sortir, quand bon vous semble. Tout à fait. Deuxième moteur, parce qu'il y a un deuxième moteur. Le deuxième moteur qui vient compléter la revalorisation mécanique, ça va être le foncier, bien évidemment. L'appréciation du bien. Voilà, c'est ça. Et là, on va investir, nous, en tant que spécialistes et experts immobiliers chez Prem, on va investir sur des zones, comme je vous le disais, de tension foncière. Là où on a identifié effectivement un gros manque d'offres de logements locatifs intermédiaires. Donc le pari, en effet, ce n'est pas d'acheter un bien 60% qui vaudra 100 dans 15 ans, mais qui vaudra 120 ou 130. Exactement. D'où le deuxième moteur. D'où le deuxième moteur. Et une fois que la SCPI récupère donc les 100%, la pleine propriété de ses actifs, elle revend bien évidemment tous ses actifs, enfin l'actif en question, et avec le fruit de cette vente, cette plus-value, elle rachète derrière des actifs démembrés. C'est un patrimoine qui tourne inlassablement. Bon voilà, je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour. Patrimo Croissance, c'est le nom de cette SCPI innovante. Merci Guillaume Fragel de nous l'avoir présenté. Merci Thomas. Un produit donc, que vous pouvez trouver chez Primonial REM. Merci, à bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin donc, de cet épisode de Parlons Placement. On se retrouve dès le mois de janvier pour la suite de ces aventures du patrimoine. Bonne fête à tous.